bonjour à tous, bonjour à tous nos internautes. Et voilà, je tenais en tout premier lieu à remercier Mélina Seymour pour la qualité de cette manifestation, pour bien sûr pour la programmation hors pair, la qualité des invités et des échanges. Bravo pour cette manifestation autour du mois de l'Afrique, qui cette année, je pense, a un écho qui est particulièrement amplifié. Donc, merci de m'inviter. Et je tenais bien sûr à remercier Madame Paul et tous les organisateurs du mois de l'Afrique. Alors moi, je suis effectivement docteur en études françaises, diplômée de l'Université de Montréal. J'ai également une licence en sciences politiques de l'Université Paris 8. Et donc, voilà, j'ai travaillé il y a plusieurs années sur l'un de nos aînés qui, jusqu'à aujourd'hui, a marqué plusieurs générations. Hein. C'est le savant malien Amadou Hampâté-Bâ. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressée dans ces travaux, c'est vraiment ses recherches, son désir de collecter les récits oraux de la région d'Afrique de l'Ouest en particulier. Et en écho au travail d'Amadou Hampâté-Bâ, j'ai également été sensibilisée ces dernières années aux réflexions, aux définitions qu'a proposées l'UNESCO. Amadou Hampâté-Bâ était d'ailleurs à un moment donné ambassadeur pour l'UNESCO et qui justement vise à nous proposer un cadre normatif ou plusieurs cadres normatifs dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, notamment à travers les traditions et les expressions vivantes qui sont héritées donc des ancêtres et transmises aux descendants. Et donc, le projet sur lequel je travaille depuis quelque temps vise précisément à ce que nous puissions nous réapproprier des éléments de nos histoires respectives, eh bien, en allant interroger nos aînés. Donc, voilà, je travaille sur un projet qui vise à diffuser au plus grand nombre la collecte de récits de vie, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère de la communauté, parce qu'il me semble que ça nous permettra d'écrire notre histoire, de mieux connaître les éléments de nos savoirs, de nos traditions, et donc nous permettra de nous projeter vers des perspectives beaucoup plus structurantes en termes d'épanouissement personnel, professionnel. Donc voilà, si nous savons mieux qui nous sommes grâce à nos aînés, je pense que nous nous projetterons avec beaucoup plus d'assurance vers tous les défis qui nous attendent. Merci. Moi, c'est Ibrahim Abba. D'abord, se féliciter de l'organisation de ce mois d'histoire de l'Afrique et des diasporas, qui est une très bonne initiative. Le souhait, c'était de le faire en présentiel, mais compte tenu du contexte avec la COVID, le choix a été fait de faire une avant-première du sommet, mais en 2.0. Pour nous, les personnes aînées, c'est une grande nouveauté parce que nous ne sommes pas très habitués à ces nouveaux outils, mais je pense que le contexte nous obligera à s'y adapter et à s'intégrer dans ce nouveau dispositif. Et nous sommes heureux et comme je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'intergénération. La génération, le projet de base, c'était avec des Marifal, des Rifa. Et en intergénérationnel, c'est un duo que je pourrais dire entre elle et Mélina Seymour, qui est un peu l'élément de l'intergénération. Et je pense que c'est un bel exemple. Il nous sert, nous aînés et nous, vous jeunes, de voir que l'intergénération doit être une nécessité parce que c'était une réalité
ancestrale africaine. L'intergénération a toujours fonctionné en Afrique. Je pense que nous devons voir comment faire pour que cette intergénération puisse fonctionner. Vous avez parlé de Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ, je dirais, c'était un monument de l'histoire. Un homme qui connaissait bien l'histoire et qui a raconté l'histoire. Et dans toutes ses facettes, pour montrer le comportement que les gens ont eu au niveau sociétal et qu'il a eu à restituer dans ses différents ouvrages. Il a eu à dire une phrase en 1960. Il disait que un vieillard en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est vrai. C'était ça aussi un élément de réflexion. Car quand une bibliothèque brûle, qu'on n'avait pas eu des éléments de conservation, effectivement, c'est une perte énorme. Je dis, actuellement, nous avons des outils qui nous permettent de faire. Vous travaillez sur un projet, me semble assez intéressant, de collecte des récits ou des communautés, etc., qu'on peut partager. Moi, je l'appelle la gestion des connaissances. Chacun peut produire. Quand je parle de gestion des connaissances, il y a la production, la conservation et le partage. Et cela nécessitera tout un dispositif. Parce qu'il faut organiser justement cette production. Organiser cette conservation et organiser sa diffusion, le partage. Je pense que cela est un élément de réflexion et je travaille moi aussi sur cette question parce que je suis personne transgenre et je pense qu'on a des choses à partager. Nous avons le devoir de les partager et vous, justement, vous avez le droit de partage. Voilà un peu ce que je voulais donner comme élément d'introduction et je suis à votre disposition pour d'autres questions. Oui, bah écoutez, effectivement, hein, c'est effectivement ce dont il s'agit, faire la promotion de la pratique des parcours de vie, mais proposer une méthodologie hein, pour que nous puissions finalement tous disposer, pour ceux qui le souhaiteraient, d'outils pour collecter des éléments de la vie des personnes qui nous sont chères, de nos aînés. Ça peut se passer dans le cercle familial, ça peut se passer dans le voisinage, ça peut se passer dans la communauté. Mais l'idée, c'est vraiment que nous puissions dorénavant disposer d'une sorte de guide pratique pour être en mesure, dans pratiquement chaque famille, chaque communauté, d'avoir une personne comme ça qui irait donc interroger un aîné parce que j'estime que eh bien, ils sont détenteurs, nos aînés, de tellement de connaissances qui sont parfois malheureusement dévalorisées dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, mais c'est à nous de nous rendre compte des richesses que nos aînés ont à partager. Et pour cela, effectivement, hein, la collecte peut s'effectuer de différentes manières, à travers des enregistrements vidéo, audio, à travers la transcription hein, d'entretien. Donc, on peut utiliser vraiment différents supports, mais je pense qu'aujourd'hui, nous disposons eh bien, suffisamment d'outils pour être en mesure de conserver ces pans de vie qui nous permettront hein, à tous de mieux connaître à travers nos aînés leur vision de leur propre société, leur façon d'aborder certaines problématiques, leur savoir sur la nature, sur l'écosystème dans lequel ils ont vécu, et même au plan biologique.
certains éléments qui nous permettront à nous de mieux faire face peut-être à certaines maladies. Donc ça, à mon sens, c'est extrêmement utile et ça nous permettra de développer, encore une fois, une meilleure connaissance de nous-mêmes. Parce que, à mon sens, si nous continuons à imiter finalement les éléments culturels exogènes, très bien, hein, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si ça se fait au détriment de notre propre vivier de connaissances, parce que nous avons mis de côté nos aînés en pensant qu'ils n'avaient pas grand-chose à nous apporter, alors à ce moment-là, je crains que nous continuions dans un cercle non vertueux à ne faire que prendre finalement, ou en tout cas apprendre des autres, mais sans comprendre que nous-mêmes, nous possédons des richesses incommensurables. Tout à fait, tout à fait. Je pense que cette recherche va nous montrer que l'Afrique détient du savoir, détient du savoir. Ce savoir, il est disséminé au niveau des communautés. Je pense qu'il y a des choses à prendre et à partager. C'est vrai, nous sommes dans un monde globalisé. Nous ne pouvons pas ignorer les autres, mais il faudrait que nous puissions marquer notre identité. Pour marquer son identité, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se connaître, donc il faut chercher à savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a pour pouvoir partager. Je pense que c'est aussi un élément de travail à faire. Parce que si on ne connaît pas qu'on a des richesses, qu'on a des savoirs, des savoir-faire, ces savoirs et ces savoir-faire ne seront jamais valorisés. Donc, il est important, vous qui êtes dans la recherche, de faire un travail pour faire ressortir justement ces savoirs et savoir-faire. Non, comme on a eu à l'étranger, je pense qu'il y a lieu d'organiser la production, justement, ces savoirs et de voir les modalités de conservation et de diffusion. Parce que tout cela, c'est d'abord une organisation. Ça peut se faire au niveau de chaque territoire ou chaque zone. Il y a un savoir, surtout au niveau médicinal, beaucoup de savoirs qui sont confinés, qui sont partagés, conservés du moins. Il est bon de les savoir et de les valoriser, de les faire ressortir de l'ombre pour partager avec les... Et essayer, comme dit, il faut s'adapter au contexte. Il y a la codification que nous devons faire de ces savoirs, de les organiser. En matière médicinale, c'est de les normer en termes d'organisation, en termes scientifiques, pour montrer ce qu'on a. Ce n'est pas, comme on dit, un savoir, entre guillemets, vulgaire, parce que le savoir qu'on a au niveau médicinal, par exemple, on a eu en Afrique à soigner pendant des millénaires les populations, ce savoir-là n'est pas un savoir fortuit, gratuit, non. C'est un savoir consolidé pendant des générations. Maintenant, c'est de le codifier pour que les normes en matière médicinale puissent permettre à n'importe quelle personne de savoir un peu la posologie qui peut être utilisée pour tel produit ou tel autre produit. Il en est de même pour les savoirs sociaux en matière de vie commune, les règles qu'il faut respecter et les règles de vie pour conserver la vie et conserver la famille. Parce que la famille, c'est une dimension, comme je dis toujours, la famille, c'est la première institution du monde. Adam et Ève, c'est eux qui ont constitué la première famille et que ça constitue justement la première institution du monde.
Donc, la préservation de la famille est un élément important. Et cette préservation doit être analysée du point de vue générationnel. Ce n'est pas la personne et le couple simplement, c'est aussi tout le cosmos immédiat, les grands-parents, qui peuvent aussi jouer le rôle d'intergénération. Et dans l'histoire de l'Afrique, c'est les grands-parents qui sont beaucoup plus occupés des enfants parce que les parents étaient occupés à chercher, si l'on peut dire, des ressources pour la famille. Les grands-parents jouaient justement ce rôle-là de subsidiarité, je voudrais dire, pour assurer, participer à l'éducation des enfants en leur racontant les histoires, mais pas en clair de lune, etc. C'est parce que justement les grands-parents sont là. Quand les parents sont fatigués, il faudrait quelqu'un d'autre pour s'occuper de transmettre un savoir aux enfants. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, hein, moi je pense que ce qui peut être intéressant, ça peut être aussi de décloisonner ce type de pratique et non pas seulement imaginer que les chercheurs uniquement auraient un accès à ce type d'outils pour proposer effectivement une codification qui est nécessaire. Mais à mon sens, ce qui est important, c'est aussi que tout un chacun puisse s'approprier grâce à une méthodologie qui serait vraiment simplifiée, des techniques visant à collecter des récits de personnes qui leur sont chères dans leur environnement immédiat. Donc, c'est si vous voulez, vraiment un projet qui vise à diffuser vraiment au plus grand nombre, à des néophytes, à des kidam, une méthode pour collecter des pans de vie, parce que j'estime que on a tous dans notre environnement des personnes que l'on estime, au moins, en tout cas je l'espère. Il y a toujours une personne qui se distingue par ses qualités morales, par ses connaissances qui sont peut-être beaucoup plus larges que d'autres, par des expériences de vie qui sont là aussi parfois absolument remarquables. Et j'estime que ces personnes-là gagneraient à être mises en lumière de par justement toutes les composantes de leur vie. Et à mon sens, ce qui va nous aider beaucoup et immédiatement, c'est que finalement, dans chaque sphère, on est comme ça une personne qui soit sensibilisée à cette méthodologie de collecte, hein, soit à travers l'écriture biographique, mais ça peut être aussi la poésie, ça peut être la photographie, ça peut être des enregistrements audio, ça peut être le format vidéo, documentaire, pour justement que, eh bien, finalement, nous puissions nous-mêmes écrire notre histoire, à la fois avec un H minuscule, mais aussi dans l'optique de pouvoir écrire cette histoire avec un H majuscule. Parce que j'estime que tant que finalement on sera dépositaire d'écrits d'auteurs, pour certains qui sont vraiment, je dirais, dans de bonnes dispositions intellectuelles et d'autres malheureusement qui ne le sont pas, eh bien, on aura souvent ce tiraillement en essayant d'aller trouver finalement des éléments de vérité. Mais je me dis que si nous sommes nous-mêmes acteurs de cette préservation de pans de nos cultures qui sont extrêmement intéressantes, pour peu qu'on s'y penche, eh bien, dans quelques années, nous aurons, je pense, vraiment des générations de personnes qui seront beaucoup plus riches en termes de savoir, qui auront constitué comment dirais-je, cet édifice de connaissances dont nous avons besoin. Parce que si nous laissons à chaque fois à d'autres le soin d'écrire pour nous ou de dire pour nous ce que nous sommes, il ne faut pas nous étonner que nous ne soyons pas en capacité nous-mêmes de réfléchir nos propres moyens de nous émanciper
ou tout simplement de vivre comme nous le souhaitons dans nos sociétés respectives. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le travail est là, c'est un énorme travail, un énorme travail parce que il y a beaucoup de richesses en termes de savoir qui sont disponibles, aussi bien en Afrique que dans les diasporas. Je pense qu'effectivement, il est important de travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cela. Et cela nécessitera d'abord une organisation. Absolument. Parce que rien ne peut se faire sans organisation. Je pense que c'est cela qui doit être le premier point de réflexion. Comment organiser cela? Et je pense que si nous y travaillons, c'est un projet assez vaste pour lequel je pense qu'on peut mettre des acteurs, des organisations assez intéressants. Je pensais au RIFA, au collectif du patrimoine immatériel et tout ça, je pensais à Africa Mundo. Je pense à un projet sur lequel une réflexion particulière doit se mener pour concevoir un projet qui peut être partagé. Je pense que ça fait partie aussi des éléments de préoccupation aussi de l'UNESCO pour voir comment faire partager ce projet-là au niveau de l'UNESCO. Parce que c'est vrai, il y a des écrits, il y a des mais il y a beaucoup plus de paroles. Il faut voir comment capter ces éléments de savoir qui sont transmis de manière orale. Voir comment capter justement ces éléments et les conceptualiser, les valoriser et trouver le moyen de pouvoir les utiliser pour la communauté. Parce que c'est des savoirs énormes, énormes dans tous les secteurs. Et je pense que l'humanité, je dirais, a besoin de ces savoirs en tant que tel. Parce que c'est des savoirs qui ont fait leur preuve pendant toute l'histoire. Et je pense qu'il ne faut pas jeter à la poubelle justement ces savoirs. Parce que ces savoirs qui sont des savoirs parfois communautaires, mais qui ont toute une richesse et toute une pertinence que nous devons mettre en œuvre dans le cadre futur. Oui, absolument. Je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Nous avons des personnes qui sont extrêmement riches de tout leur savoir, mais malheureusement, pour le moment, c'est insuffisamment valorisé. Donc maintenant, effectivement, il nous appartient de travailler ensemble, je l'espère, sur une méthodologie avec les partenaires qui pourront vraiment nous aider à structurer ce type de projet pour qu'il soit diffusé à travers les diasporas sur le continent et pour que peut-être il fasse l'objet, même au plan pédagogique, d'une inscription dans les modules pédagogiques, dans certains parcours scolaires, par exemple. Mais ça nous permettrait aussi d'intégrer à chaque fois cette relation avec nos aînés et qu'ils aient justement là aussi un rôle important à jouer, non pas forcément que de façon ponctuelle, mais dans le cadre d'un projet qui par sa vision même, devra se pérenniser, je l'espère, très, très, très longtemps. Parce que, là encore, hein, c'est un puits qui est extrêmement profond, ce puits de savoir qui est le nôtre. Et c'est vrai que savoir, connaissance et ensuite développement durable, développement personnel, maîtrise de nos destins respectifs, pour moi, tout est corrélé et donc je partage déjà cette idée et j'espère que nous allons effectivement trouver les voies de développement de ce projet
qui visiblement aussi épouse quelque part, je crois, votre vision de la collecte des récits oraux ou du patrimoine en général. Tout à fait, tout à Merci fait. beaucoup. Merci pour ce bel échange. Je pense que ça vous a plu tous les deux. Oui. Bien sûr. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Puisque vous êtes en direct avec la Guadeloupe, hein, monsieur Ibrahima, vous avez un message à adresser à cette jeunesse guadeloupéenne que vous n'avez peut-être pas encore côtoyée d'ailleurs, si ce n'est que c'est une première. Bien sûr, c'est un réel plaisir d'avoir cette occasion. Je voudrais leur dire d'abord bonjour et que c'est un aîné du Sénégal qui leur parle pour leur dire c'est un plaisir de les connaître. Et je pense que dans le cadre du projet dont on parle, l'idée du tourisme des seniors pourra être une occasion de me donner l'occasion de venir en Guadeloupe. J'en vois des images à travers les télévisions, mais je voudrais vivre justement cette réalité sur le terrain. Et je les embrasse très fort. C'est un plaisir de vous connaître. C'est un plaisir mon souhait le plus ardent, c'est d'avoir l'occasion de venir en Guadeloupe. Merci beaucoup. Aïe Lévy, donc, je ne sais pas si c'est une première, en tout cas avec les aînés sénégalais, mais en tout cas, as-tu un message à leur adresser à travers monsieur Ibrahima? Oui, eh bien, j'ai envie de vous dire que nous devons absolument, nous, je dis donc les personnes qui sont un peu plus jeunes, nous devons absolument aller de plus en plus vers vous et vous poser plein de questions. On doit vous solliciter tout le temps. Mais vous savez, pour que nous en sachions. Les personnes de 3 ans sont toujours disponibles pour partager. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange, Aïe Lévy et M. Ibrahima. J'ai eu à faire le Togo, mais ça fait un bon moment que je ne suis pas reparti. Je connais bien le Togo. J'ai fait le Togo, j'ai fait animé des formations là-bas dans les années début 2000. J'ai même séjourné au Togo, j'ai fait Togo, Bénin, donc je connais bien la zone. Mais ça fait un bon moment que je ne suis pas reparti. Vous m'envoyez. Ça me fera plaisir. Pardon? Vous m'envoyez ravi. Voilà, c'est un plaisir de partager. Merci beaucoup à tous les deux. Le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas se poursuit avec le sommet international des aînés africains et de ses diasporas, et c'était la demi-heure consacrée aux échanges intergénérationnels. Merci beaucoup, Aïe Lévy, merci beaucoup, monsieur Ibrahima. Avec plaisir. C'était un plaisir.